L'histoire de la médecine, elle est passionnante, elle a façonné le monde, comme on va le voir aujourd'hui avec l'histoire de la peste. Avec moi pour en parler, le docteur Philippe Casassus, vous êtes hématologue à la retraite, vous êtes passionné d'histoire, vous êtes professeur de thérapeutique, docteur en histoire. Alors, cette histoire de la peste, on va voir que, à travers plusieurs exemples, qu'elle a eu des retentissements sur l'histoire, la grande histoire. Et par exemple, en Égypte, peut-être que c'est à cause de la peste qu'on n'est pas passé plus vite dans le monothéisme. Racontez-nous ça. Ah oui, c'est, une hypothèse qui est relativement solide. Vous savez qu'en Égypte, qui est un pays, célèbre pour son polythéisme, il y a eu un pharaon tout à fait étonnant, Aménophis IV ou Amenhotep IV, qui, a changé de nom, qui s'est fait appeler, Akhénaton, parce qu'il a voulu mettre, en exergue un dieu un dieu, au-dessus de tous les autres et donc quasiment, on pourrait presque parler de monothéisme, qui est le dieu Aton. Le dieu Aton qui est représenté dans on voit tous ces bas-reliefs, très très célèbres de un globe solaire avec des rayons qui se terminent par des mains qui viennent apporter, aux humains, la richesse, le blé et cetera. Et donc, il a abandonné la capitale habituelle des pharaons, qui était Thèbes, qui était là où il y avait les temples pour le dieu principal. Il y avait beaucoup de dieux, mais un dieu qui était un peu plus important, qui était le dieu Amon. Et il a installé quelques dizaines de kilomètres au nord une capitale qu'il a créée de toutes pièces, qui s'est appelée Akhétaton, donc une capitale dédiée au dieu Aton. Et il a régné pendant 25 ans aux grandes dames, par exemple, des grands prêtres du temple d'Amon qui voyaient les subsides qu'on leur apportait pour les prières aux dieux s'effondrer. Et quand il est mort, cette capitale a été abandonnée et tout est revenu vers Thèbes. Et il est mort dans ce qui est très étonnant, c'est que cet effondrement de cette dynastie qui était en train de changer, eh bien, on pense aujourd'hui qu'il est très possible qu'elle ait été déclenchée par une épidémie de peste, parce qu'on a trouvé dans le cimetière qu'on a fouillé, que les archéologues ont fouillé dans cette zone de cette capitale qui est à ce qu'on appelle El Amarna, eh bien, on a trouvé des traces de puces de rats avec le génome De la qu'on peste. connaît de la peste. Donc la Et dynastie s'est arrêtée, sans doute, à cause de la probablement, peste et le monothéisme qui était voilà, en route a probablement. été retardé, Alors, probablement à cause de la peste. absolument, on peut discuter Oui. sur le terme monothéisme, mais enfin, c'est vrai que il tranchait complètement sur tout ce qui se passait à l'époque. Alors Voilà. à l'école aussi, quand on est gamin, on nous apprend que Charles Martel a bouté, les musulmans à Poitiers, Hors de mais France, hors oui. de France, à Poitiers. Mais pas que, peut-être que Pas la que. peste a Peut-être, joué un rôle absolument. aussi. Peut-être pas que, parce que et donc là, on va venir à, l'histoire d'une peste qui a été terrible, puisqu'elle a duré presque un siècle. C'est, la peste dite justinienne. La peste dite justinienne, qui est née, vers le milieu du VIe siècle, elle est, on l'appelle Justinien en rapport avec l'empereur Justinien, à une époque qui a été l'apogée de l'empire, byzantin, donc les descendants de Constantin. L'empire byzantin occupait, tout le pourtour de la Méditerranée, jusqu'au Maghreb actuel et la moitié de l'Italie et en particulier le nord de l'Italie. La Sardaigne, la Sicile aussi, bon. Et quand il y a eu cette épidémie qui, comme d'habitude,
est parti d'un bateau qui venait, en l'occurrence, d'Égypte, probablement une épidémie qui est née en Éthiopie, qui est remontée vers l'Égypte, et puis en bateau. Pourquoi en bateau? Parce que dans les bateaux, dans les cales de bateaux, il y a plein de marchandises, ben souvent les rats s'y mettent, ils profitent, ils fouillent, ils prennent des céréales, etc. qui y sont. Donc les bateaux, de tout temps, ont trimballé beaucoup de rats. Le rat est le réservoir de la peste. Eh bien, ce bateau a apporté la peste à Constantinople. À Constantinople, il a en quelques années tué la moitié des habitants de la ville. Et puis ensuite, à partir de là, ben, c'est allé dans les autres ports de la Méditerranée, c'est allé en Italie, puis c'est à la France. Grégoire de Tours en parle donc en citant des habitants de France atteints par cette peste. Eh bien, donc, il y a deux conséquences sur le plan historique qui sont très, très intéressantes. Étant donné que les troupes byzantines avaient fondu à cause de la peste, ben, l'empereur a rapatrié une partie de ses troupes, notamment d'Italie. Alors on verra ce que ça a donné. Il y avait une menace au début, puisque ça a duré jusqu'à 640 à peu près, cette paix. Il y a une menace vis-à-vis du monde autour de Constantinople, d'une armée qui est apparue à ce moment-là. 622, on se souvient, 622, c'est la naissance de l'islam avec Mahomet. Les successeurs de l'islam, le grand calife à l'époque, a constitué une armée pour monter vers le nord de l'Asie mineure et répandre l'islam. Et donc, il y a une réelle menace vis-à-vis de Constantinople et de l'Empire byzantin. Mais il se trouve ben, que les musulmans n'étaient pas aussi indemnes de la peste. Et il y a eu une terrible épidémie qui a tué 25 000 soldats de l'armée du calife. Et ça a complètement arrêté cette menace. Donc, voilà, la peste, là, a eu une conséquence importante. Alors, une des conséquences heureuses, hein, on va dire, cette fois-ci, c'est peut-être que la peste a aidé finalement à la naissance de Venise. Absolument, ça c'est une histoire assez étonnante, puisqu'encore une fois, l'empereur a été obligé de rapatrier ses troupes d'un peu partout. Il a notamment rapatrié une grande partie de son armée d'Italie. Du coup, ça fait un vide. Et il y a une peuplade dite barbare qui était localisée dans le nord de l'Europe, ben, qui est descendue qui a occupé ces territoires qui n'étaient plus défendus. C'était les Lombards. Et donc, ils se sont mis à occuper d'ailleurs pratiquement la moitié de l'Italie, notamment le nord de l'Italie, dans ce qui est aujourd'hui appelé la Lombardie. Et le long de la côte orientale de cette partie d'Italie, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Vénétie, il y avait des pêcheurs, fermiers, ben, qui ont essayé de se protéger vis-à-vis de ces barbares, de ces troupes inquiétantes. Et ils sont allés se réfugier dans la lagune. Il y avait plein de petits îlots. Ben, ils ont mis des étendues de planches sur des pilotis qui ont réuni les îlots les uns après les autres. Ils ont dessus pu installer des cabanes. Et puis là, ils étaient à l'abri parce que les Lombards n'avaient que faire de ces îlots de pêcheurs. Donc, ça ne les intéressait pas, ça n'apportait pas de richesse. Donc, ils sont installés et un siècle après, eh bien, c'était Venise. Voilà, la naissance de Venise et donc a été initiée par une épidémie de peste. La peste, c'est aussi la naissance de la recherche du coupable, du bouc émissaire, parce qu'on ne comprenait pas exactement comment ça fonctionnait. Alors, qui ont été les boucs émissaires et comment c'est né, ça? Alors ça ben, c'est encore une constante, malheureusement, dans l'histoire du monde, c'est qu'il faut toujours trouver des coupables. Alors, surtout dans ces périodes où on n'avait pas d'explication scientifique. Et donc, souvent, on faisait intervenir les dieux. Les Égyptiens les faisaient intervenir et puis ben, dans nos pays, les chrétiens faisaient aussi intervenir Dieu et d'ailleurs allaient souvent implorer les saints pour se défendre contre la peste. Et là, il fallait trouver un coupable. Eh bien, il y a un coupable, malheureusement, comme très souvent, qui a été accusé, c'était les Juifs.
les Juifs qui étaient accusés d'avoir empoisonné, d'empoisonner les puits. Et notamment, il y a un brave juif suisse qui était un peu simplé, qui a été à moitié torturé et qui a avoué sous la torture qu'il avait empoisonné les puits. Et ensuite, ça s'est déclenché comme une traînée de poudre. Et en particulier, c'était beaucoup en Catalogne, mais surtout en Allemagne, dans les pays scandinaves, dans l'est de la France, en Lorraine. Il y a eu des bûchers, des milliers de Juifs qui ont été brûlés, en particulier à Mayence, jusqu'à 2000, à Cologne, à Strasbourg. À Strasbourg, on a chassé le maire de Strasbourg parce qu'il refusait de faire attaquer les Juifs. Tout ça, c'était vraiment dans le peuple, je dirais, bête et méchant. Par exemple, le pape Clément VI, qui était alors à Avignon, a écrit 2 bulles pour innocenter les Juifs, disant même les Juifs, ils meurent comme les autres. Il y a juste une région qui a été très protégée, c'était le duché d'Autriche, où le duc a absolument interdit qu'on malmène les Juifs, et donc là, ils ont été à l'abri. Et donc, ça a été très important, et ça a continué dans les siècles après. Chaque fois qu'il y a eu des épidémies, il y a quand même eu plusieurs épidémies moins fortes que celle de 1348, cette fameuse peste noire, noire parce que justement, elle tuait tant de gens. La peste noire de 1348 a tué la moitié des Européens en 4 ans. Donc il y a des images, on voit des gravures absolument terribles avec des accumulations de cadavres qui ont été jetés dans des fosses communes parce qu'on savait plus qu'en faire. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs concernant les Juifs, c'est que donc ils ont été souvent accusés, mais pas partout. Et en particulier, il y a un endroit où on était finalement assez content de les recevoir quand ils étaient chassés des autres pays. Quand ils n'étaient pas torturés ou brûlés, on les chassait. Eh bien, c'est à Venise, encore une fois. Eh bien, à Venise, ils ont installé des comptoirs financiers. Ils ont créé les premières banques à Venise autour du Rialto, même les premières banques qui ont fait d'ailleurs le succès commercial de Venise. Les premiers livres de comptes et même les premiers chèques sont nés à cette occasion. Et les Juifs ont été acceptés à Venise, mais avec quelques conditions. C'est-à-dire que le Sénat était très attentif à ce qu'on ne les maltraite pas. On était punis si on les maltraitait, donc là, ils étaient déjà en sécurité, mais ils étaient cantonnés pas n'importe où. Dans le nord de Venise, il y a une zone où d'ailleurs ils étaient obligés de rester la nuit, ils ne pouvaient pas en sortir, c'était gardé, peut-être parce qu'on voulait éviter qu'il y ait des disputes avec le reste des habitants. Et cette zone, c'était une zone où il y avait une fonderie. En italien, fonderie, ça se dit ghetto. Et c'est là que vient le terme ghetto, qui a été utilisé ensuite chaque fois que dans des villes un peu partout en Europe, il y avait une communauté juive qui était un peu cloisonnée. Avant les Juifs, les chrétiens, eux aussi, ont souffert. Parce qu'à l'époque des Romains, justement, quand il y avait une épidémie, on ne savait pas d'où ça venait et on faisait des offrandes aux dieux. Absolument. Les chrétiens ne voulaient pas, eux. Alors, ça a été le cas pour toutes les épidémies, d'ailleurs. Il y a des épidémies de peste aussi chez les Romains. On dit, par exemple, que l'empereur Titus est mort de la peste. Mais il y a quelquefois, on donnait le terme de peste, qui en latin, pestis, veut dire épidémie, tout court, à d'autres maladies, d'autres formes de maladies que la peste. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelle la peste antonine, au milieu du IIe siècle, enfin, deuxième tiers du IIe siècle, à l'époque donc de la dynastie des Antonins. À cette époque régnait l'empereur Marc Aurèle. Marc Aurèle, célèbre, hein, réputé un stoïcien, réputé très philosophe, très raisonnable, mais qui a été impitoyable et qui a lancé une persécution très importante vis-à-vis des chrétiens.
Alors, les Romains n'attaquaient pas les chrétiens parce qu'ils croyaient dans le Christ. Ils étaient relativement tolérants vis-à-vis des dieux. Ils ont accepté des dieux égyptiens, etc. Mais ce qu'ils voulaient, c'était que quand il y avait besoin de célébrer des rites et des sacrifices pour leurs dieux, eh bien, il fallait y participer. Et si on y renonçait, on risquait de mécontenter les dieux. Or, les chrétiens refusaient catégoriquement de faire des sacrifices animaux pour Jupiter, Minerve, etc., ou Apollon. Or, donc, il y a eu une épidémie qui est... On refusait déjà à l'époque de faire des sacrifices pour Jupiter. Absolument. Il y a eu cette peste antonine qui était en fait une épidémie de variole, hein, de petite vérole, comme on disait. Les descriptions sont claires, c'était pas la peste. Bon, enfin, qu'importe, c'est le même principe. Et donc, on lance des séries de sacrifices pour les dieux. Les chrétiens refusent, donc ils menacent la population. Les dieux vont peut-être se fâcher qu'on ne fasse pas de sacrifices pour eux. Et donc, il y a eu des services avec des milliers de morts chez les chrétiens à cette occasion. C'est aussi, à cause de la peste qu'est née ou grâce à la peste qu'est née cette notion de quarantaine. Comment c'est né la quarantaine? Alors, déjà, on s'est rendu compte assez vite, même si l'idée de contagion n'était pas très claire dans le monde des médecins, mais quelquefois, le peuple est un peu plus de bon sens, donc il a compris quand même qu'il fallait pas, quand il y avait quelqu'un qui avait la peste, il ne fallait pas être à côté de lui. Et d'ailleurs, au passage, dans les grandes épidémies comme celle de 1348, la peste noire, les gens qui étaient un peu fortunés quittaient les villes où il y avait la peste et essayaient de se réfugier dans leur manoir, ici ou là. Et donc, on a compris assez vite qu'il fallait isoler. Alors, ça a été surtout à partir du vers la Renaissance qu'on a commencé à faire ça. Par exemple, à Venise, on les isolait dans un îlot qui s'appelait Lazzaretto. Ça a été ce qu'on appelait les lazarets, qu'on a ensuite développé un peu partout. Et puis, puisqu'on a compris assez vite aussi que le danger venait des bateaux, eh bien, on a introduit l'idée de quarantaine et ça a été en particulier très bien mis dans, je dirais, dans le marbre par Colbert, qui était très efficace sur ce plan-là, qui a organisé les intendants les intendants de Colbert, dans le domaine de la santé, ça fait penser au directeur des ARS aujourd'hui, des agences régionales de santé. Et donc, voilà, il organisait ça. Et par exemple, à Marseille, qui était le grand port qui recevait les bateaux qui venaient de toute la Méditerranée, eh bien, les bateaux étaient obligés de faire une quarantaine, c'est-à-dire de rester 40 jours dans une île qui était au large du port de Marseille, l'île de Jard. Et s'il n'y avait pas de problème pendant les 40 jours, c'est qu'il n'y avait pas la peste, et donc à ce moment-là, ils pouvaient rentrer. Et d'ailleurs, la dernière grande peste du monde occidental, qui est la peste de Marseille de 1720, où là encore, la moitié des Marseillais sont morts, eh bien, est due au fait qu'un bateau de commerce qui devait apporter des marchandises pour un des marchés de la région de Marseille n'a pas respecté la quarantaine. 2 jours après, il a déposé sa marchandise. Il y avait effectivement la peste et ça a déclenché cette terrible épidémie. La peste, elle a aussi refaçonné, des villes dans leur version, moderne. Je pense à Londres. Certes, alors aussi grande épidémie. Alors là, c'est en 1660. Là encore, une épidémie qui est venue d'un bateau, qui venait de Hollande, des Pays-Bas, où il y a eu la peste à Amsterdam. Le bateau est arrivé à Londres et donc a déclenché la peste. Et en l'espace de moins d'un an, là encore, ça a tué un peu plus de la moitié des habitants de Londres. Alors pas les nobles et les grands dignitaires qui sont vite échappés dans leur manoir un peu aux alentours dans la campagne, mais il y a eu donc ça a été une épidémie absolument effroyable.
il faut se rappeler comment étaient les villes à l'époque. Les villes à l'époque, en dehors des des palais, etc., il y avait les maisons étaient, il y avait une grande promiscuité avec des rues très très étroites. Et donc, et puis il y avait une saleté incroyable. Les ordures partout, donc les rats qui se promenaient partout. Donc, dès qu'il y avait une infection, évidemment, ça se répandait énormément. Et comment s'est arrêtée cette épidémie? Par un incendie qui est, semble-t-il, parti d'une boulangerie qui était tenue par un Français, lui aussi un Français qui était un peu simplé, qu'on a accusé d'avoir mis le feu. Et donc, à cette époque, ça ne traînait pas, donc il a été exécuté rapidement. Et cet incendie, eh ben, qui était dans ces endroits avec des rues étroites, a brûlé très, 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 très vite plus de la moitié de la ville de Londres. Mais évidemment, la partie où il y avait ces ordures, ces maisons très, très proches les unes des autres. Et donc, ça a arrêté la peste. Ça a arrêté la peste, ça a détruit la moitié de Londres et donc du coup, grand travail de reconstruction de Londres avec des rues beaucoup plus spacieuses et ce qui a fait que Londres a été en avance sur bien d'autres villes européennes par, la structure, architecturale de la ville. Alors, on a parlé des conséquences historiques, hein, on va dire, de la peste. On va revenir un peu sur l'histoire de la médecine. La peste, au début, on était démunis. À un moment, on a cru que ça se transmettait par l'air et après, on a compris qu'il y avait des vecteurs. Alors, est-ce qu'on peut revenir, il nous reste 5 minutes, Ouais. pour conclure cette émission, sur ces 3 phases? Alors démunis, effectivement. Donc, quand on était démunis, qu'est-ce qu'on faisait? On allait, suivant les régions et les religions, on allait, faire des sacrifices aux dieux. En France, dans le monde chrétien, on faisait des pèlerinages dans des endroits. Par exemple, il y a un pèlerinage très célèbre qui est celui de Saint-Roch à Venise. Pourquoi Saint-Roch? Saint-Roch, a eu la peste, une peste bubonique. C'était il avait fait d'abord des études médicales, puis il est entré chez les franciscains et il a survécu à sa peste bubonique et il s'est consacré aux soins des pestiférés. Il a fini par mourir quelques années après. Il est parti en Italie où il s'en est occupé et il a été considéré comme celui qui pouvait protéger de la peste. Il y a une église San Rocco à Venise où les gens venaient de l'Europe entière. Il y a aussi un autre saint, par exemple, et c'est assez amusant, qui est Saint Sébastien. Saint Sébastien a été prié pour la peste. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est mort, il a été lacéré de flèches. Les flèches, les plaies des flèches pouvaient faire penser au bubon de la peste, et donc on l'implorait pour ça. Ensuite, que pouvaient faire les médecins? Les médecins, ils ne faisaient pas grand-chose. Ce qu'on savait, c'est que quand quelqu'un avait la peste, il y avait une odeur épouvantable, ce qu'on appelle l'odeur pestilentielle. Et bien donc, on a pensé que c'était l'odeur qui transmettait le miasme. Et donc, le traitement, ça a été d'organiser dans les villes, dans les carrefours des villes, des grands bûchers avec des plantes odoriférantes pour donner des bonnes odeurs. Et d'ailleurs, les marins étaient déguisés, les médecins étaient déguisés avec des costumes qui les protégeaient des pieds à la tête, avec un masque, avec un nez pointu, où on faisait brûler des plantes qui donnaient des bonnes odeurs. Voilà, C'était leur geste barrière de l'époque. absolument. Voilà. Bon, et bien sûr, c'était pas très efficace. Et comment on a compris qu'il y avait un vecteur, en fait, de la Eh peste? bien, on a compris grâce aux pastoriens. Il y a un premier médecin qui était Yersin, médecin de la marine, qui a eu l'occasion de voir des pestiférés à Hong Kong, donc c'était dans les années 1870-75. Et la bactériologie s'était développée grâce à Pasteur, c'était un élève de Pasteur, et il a vu que les morts, les pestiférés, quand ils piquaient les bubons, et quand il regardait au microscope, il voyait des colonies de petits points rouges qui étaient une bactérie d'ailleurs dont on a donné son nom. On a donné Yersinia pestis en son nom. Et puis ensuite, il a vu qu'à côté, il y avait des rats qui étaient morts. Il a piqué les rats, il a trouvé la même chose. Donc, il a fait déjà le lien
entre le rat et le malade de la peste. Et puis, un de ses collègues, un autre pastorien, également médecin militaire, lui a fait une étude en Inde où il y avait là encore une atteinte de peste. Et puis, il a vu que les gens avaient des petites plaies qui ressemblaient à ce qu'on avait quand il y avait des puces. Et puis, il a vu qu'il y avait aussi des puces qui étaient mortes à côté. Il a regardé et il a vu il a retrouvé les mêmes bactéries. Donc, il a trouvé le lien. C'est une bactérie qui est dans le réservoir et le rat. Le rat est piqué par cette puce qui va piquer l'homme. Et c'est comme ça que la peste se transmet. Aujourd'hui, il y a encore eu des épidémies de peste, mais aujourd'hui, heureusement, on a un antibiotique. On a encore des épidémies de peste et il faut savoir qu'il y a une anecdote qui est quand même assez troublante. Dans les guerres entre le Japon et la Chine, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, figurez-vous que les Japonais ont envoyé une bombe bactériologique en y mettant des puces de rats qui portaient la peste. Et il y a eu plusieurs milliers de morts en Chine à cette occasion. Voilà, merci. J'espère qu'on vous a captivé avec cette histoire de la peste, qui, comme on l'a vu, a eu de nombreux retentissements historiques et qui nous a aidé à comprendre cette notion de vecteur qui est bien utile aujourd'hui dans les épidémies. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro.